L'approche STIAM, c'est une approche dans laquelle on fait de l'intégration des matières. Donc, les lettres STIAM, et parfois on utilise STEAM aussi. Ça signifie sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques. Dans la version STEAM, on n'a pas les arts. Nous, on croit ici que c'est important à la STEC d'inclure la dimension artistique. Donc, les élèves vont faire des projets qui vont intégrer les sciences, les technologies, l'ingénierie, les arts et les mathématiques. Et le projet est très englobant et peut inclure une certaine proportion de chacune de ces matières. Évidemment, certains projets vont être plus à caractère mathématique, d'autres vont être plus à caractère scientifique, d'autres vont être plus à caractère technologique ou d'autres vont être plus à caractère artistique, mais dans un même projet, l'élève utilise les connaissances qu'il a acquises dans chacune de ces matières. On parle d'une approche transdisciplinaire et ça permet à l'élève de voir et de reconnaître l'importance d'avoir des connaissances, des compétences et des habiletés dans plus qu'une matière et de faire des liens entre ces matières. Le nouveau programme canadien qui vient juste d'être lancé au printemps dernier inclut l'approche STEAM et l'approche STIAM de façon explicite. C'est-à-dire que les enseignants et les enseignantes qui enseignent en sciences vont devoir inclure les autres matières. Ça inclut aussi le fameux codage, donc l'idée de faire de la programmation informatique qui va être utile en sciences et en mathématiques. Donc l'élève ne fait pas juste apprendre à coder, l'élève code aussi pour apprendre. Ça inclut aussi tout ce qui s'appelle technologie émergente. Et par technologie émergente, on parle souvent de choses comme, par exemple, la conduite autonome, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de l'apprentissage machine, des services cognitifs, des drones, des applis sur les téléphones. Donc, ça amène l'élève à utiliser de plus en plus les technologies émergentes. Une autre chose qui est ajoutée dans le nouveau programme canadien et l'approche STIAM, c'est l'intégration de la littératie alimentaire. On trouve que c'est important que les enfants puissent reconnaître d'où viennent les aliments et quels sont les enjeux sociaux, économiques et scientifiques qui viennent de la production de nourriture pour être capable de nourrir toute la planète. Et quand on parle d'une approche STIAM et de littératie alimentaire, c'est non seulement de reconnaître l'importance de bien s'alimenter, de comprendre les concepts de nutrition, mais aussi de s'intéresser à la production comme telle. La richesse des nutriments dans les sols, les effets du climat et du changement climatique sur la production alimentaire, les enjeux sociaux et environnementaux aussi qui viennent avec la production alimentaire et la répartition des richesses sur la planète. Une autre chose qui est importante dans le nouveau programme STIAM qui a été lancé dans la province de l'Ontario au Canada, c'est l'intégration de 3 processus. Et parmi ces 3 processus-là, on a le processus de recherche, on a la démarche expérimentale et on a le processus de design en ingénierie. Donc, par les 3 processus, on a évidemment la démarche de recherche qui est le premier processus. Et dans la perspective STIAM, l'approche de recherche va beaucoup plus loin que la simple recherche sur Internet, par exemple aller sur Google ou aller sur Microsoft Bing pour chercher de l'information et la copier. Ça va beaucoup plus loin que ça parce que l'élève doit partir à la recherche d'informations, la recherche de données. L'élève doit faire ses propres collectes de données, soit en utilisant avec les technologies émergentes, des capteurs, ou en allant chercher des bases de données sur Internet, ou en faisant des entrevues, en faisant des sondages, donc en utilisant la technologie pour faire ces collectes de données-là. Et le processus de recherche, plus spécifiquement, inclut l'analyse et l'interprétation des données. Donc, l'élève doit regarder toutes les données qu'il ou elle a recueillies, grâce aux sondages, aux entrevues, aux collectes de données avec des capteurs, aux bases de données, doit utiliser ces données-là et faire des comparaisons, faire de l'analyse, comparer et distinguer, et ensuite être capable de tirer des conclusions. Donc ça, c'est le premier processus, la recherche. Le deuxième processus, c'est la démarche expérimentale.
Et trop souvent, dans la démarche expérimentale, l'élève doit suivre un protocole expérimental fourni par son enseignante ou son enseignant. C'est problématique parce qu'en suivant des protocoles déjà existants, l'élève n'a pas la chance de créer ses propres expériences. Donc, dans le nouveau programme canadien, on encourage l'élève à se poser ses propres questions, à développer ses propres variables qu'il va expérimenter. Qu'est-ce qu'il va changer et quel va être l'effet sur une autre variable? Donc ça, c'est la démarche expérimentale. Et le troisième et dernier processus, c'est le processus de design en ingénierie. Ça, c'est vraiment intéressant parce que l'élève va utiliser la technologie. Et par technologie, je ne veux pas seulement dire l'électronique. Les technologies émergentes sont bien, mais il existe aussi toutes sortes d'autres technologies comme le levier, la roue, l'engrenage, l'utilisation, l'assemblage des matériaux. Donc, l'élève va utiliser ses connaissances pour répondre à des vrais besoins. Il va partir dans sa communauté et il va trouver des vrais besoins, des choses que les gens vivent et grâce à nos connaissances scientifiques, technologiques et mathématiques, on peut aider ces gens-là. On veut dans le processus de design que les élèves aient de l'empathie, qu'ils veulent aider leurs prochains, leur famille, la communauté, la société, l'environnement, les animaux. Tous ces gens-là peuvent bénéficier des connaissances que nos élèves ont en sciences et en technologie pour résoudre ces vrais problèmes. Donc, dans le processus de design, l'élève va faire un remue-ménage d'idées et à partir de ces idées-là, va développer des prototypes de solutions, va peaufiner et améliorer les prototypes jusqu'à temps d'avoir un prototype final. Et ce qui est merveilleux avec le processus de design en ingénierie, c'est que le destinataire final du projet n'est pas son enseignante ou son enseignant. Le destinataire réel du projet, c'est une personne dans la communauté qui a besoin d'aide. Et ça, c'est puissant. On ne fait pas un travail seulement pour le remettre à notre enseignante ou à notre enseignant, mais on le fait pour aider quelqu'un. Et ça, c'est fort. J'ai un exemple justement des élèves avec qui j'ai travaillé l'an dernier. Vous savez qu'on était en pleine pandémie de COVID et les marchands devaient demander aux gens de se mettre du désinfectant pour les mains avant de commencer à faire les achats. Et j'ai deux jeunes filles qui ont vu ça comme un problème parce que le commis au magasin devait constamment rappeler aux gens « mettez-vous du désinfectant pour les mains ». Ces jeunes filles-là ont vu un problème et se sont dit « on devrait automatiser ce processus-là pour que la dame qui travaille comme commis puisse utiliser son temps pour faire d'autres choses plus efficaces comme placer les produits sur les étagères ou de passer les commandes. » Et les jeunes filles ont utilisé les connaissances scientifiques et technologiques qu'elles avaient apprises dans leurs cours, comme par exemple l'utilisation de capteurs, le codage, et elles ont trouvé une solution extraordinaire. Elles ont dit, si on utilise un capteur d'alcool, ça va détecter la présence d'alcool dans l'air. Si les gens mettent du désinfectant pour les mains et on le met sous le capteur, ça devrait détecter ça. Et elles ont créé avec le codage un système que si la concentration d'alcool dans l'air est supérieure à un certain seuil, une petite barrière va s'ouvrir pour laisser rentrer le client. Et les jeunes filles ont vraiment développé ce projet-là, ils ont fait des expériences pour trouver quel va être le seuil qui va être nécessaire pour ouvrir la barrière. C'était vraiment beau de voir tout le processus jusqu'à temps qu'il arrive un prototype final et à la fin, ce n'est pas à l'enseignante ou à l'enseignant qu'elles ont livré le produit, c'est à la commis au magasin. C'est fort ça. J'ai trouvé ça vraiment beau de voir un travail comme ça fait par des jeunes et ça inclut l'aspect artistique. N'oubliez pas le A dans STIAM. Pour que la machine fonctionne bien, il fallait que les clientes et les clients puissent comprendre la machine. Donc, elles ont dû développer l'interface humain-machine, le boîtier, les instructions de façon artistique pour s'assurer que le message passe bien. Donc, ça, c'est un exemple de projet STIAM dans ma communauté. Et à la CITEC, on voit de plus en plus des projets STIAM comme ça être développés pour aider les gens. Une des choses qui est importante, c'est qu'en STIAM, on intègre
les matières, sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques. Mais on intègre aussi les domaines scientifiques. Pendant trop longtemps, on a vu la biologie, la chimie, la physique et les sciences de la Terre comme étant des domaines totalement séparés. Par contre, ce n'est pas la façon dont les vrais scientifiques travaillent. Ça prend des gens multidisciplinaires, des gens qui sont capables d'utiliser les connaissances de chimie, de physique et de biologie et de sciences de la Terre ensemble. Si on fait juste penser à l'exploration spatiale, de plus en plus, on s'intéresse à envoyer des humains dans l'espace. Pour faire ça, ça prend des connaissances de physique pour faire fonctionner les engins, des connaissances de chimie. Il va falloir nourrir ces gens-là. Hein? Donc, ça va prendre des connaissances en biologie et évidemment en sciences de la Terre et de l'espace. Donc, ici à la CITEC, de plus en plus, on encourage les enseignantes et enseignants à travailler ensemble. Je ne fais pas qu'enseigner la biologie, mais je travaille avec mes collègues pour développer des projets innovants qui vont aller chercher les différentes sphères scientifiques. ACITEC étant une école ESSEC, c'est-à-dire une école communautaire entrepreneuriale consciente, on veut s'assurer que les jeunes développent des projets entrepreneuriaux. Et lorsqu'ils développent un projet, l'élève est la personne qui va initier le projet, qui va le gérer et qui va le réaliser. Nous, ce qu'on fait avec l'approche STIAM, c'est qu'on prend ces projets en entrepreneuriat conscient et on les infuse d'une approche STIAM. Donc, on encourage les élèves, lorsqu'ils développent leurs projets pour aider la communauté, à voir les concepts de maths, de sciences, de technologie, d'art et mathématiques qui peuvent appuyer leurs projets. Constamment être à l'affût de cette belle intégration-là des maths, des sciences, de la technologie dans les différents projets qu'on fait. Je suis John Dalton Yanga, coach de STIAM au niveau des grades 6, 6e primaire. Alors, nous avons réalisé avec les élèves un prototype de l'E-Tower Bridge pour, je dirais, simuler les applications d'électronique au niveau des différents domaines de la vie. Alors, je vais expliquer les différentes étapes de la réalisation de ces travaux, de ces ponts, et quels sont les mécanismes, les techniques que nous avions déployés pour arriver jusqu'à la réalisation de ces projets. Dans les cours de STIAM, nous avons au moins 5 domaines qui interviennent. Il y a les sciences, il y a la technologie, l'ingénierie, l'art ainsi que les mathématiques. Alors, nous avons commencé par prendre d'abord la structure réelle du pont Tower Bridge, et nous avons utilisé ce qu'on appelle la notion d'échelle. Nous avons réduit cette structure réelle à une structure beaucoup plus petite pour que les enfants aient la facilité de les réaliser. Nous avons décomposé les ponts en plusieurs compartiments. Nous avions d'abord utilisé une structure métallique pour avoir les piliers de chaque tour ainsi que la structure totale du pont. Ensuite, nous avons utilisé pour les matériels que nous avions utilisés, les cartons pour les enfants, parce que l'idée c'était que chaque enfant puisse apporter une contribution par rapport aux éléments qui est à son entourage, qu'il voit d'abord quels sont les éléments qui sont à son entourage et quels éléments il peut utiliser pour apporter une contribution. Alors, les enfants ont préféré utiliser les cartons, mais pour la structure, nous avions vu qu'il était important que la structure soit métallique. Alors, il fallait prendre d'abord des mesures et faire quelques angles mathématiques coupés ainsi que reliés avec la colle. Ça nous a permis d'avoir la structure métallique et les cartons nous a servi ici comme des blocs pour avoir chaque tour. Et ensuite, ils ont eu l'idée d'utiliser du plastique pour créer chaque partie du pont pour avoir la chaussée pour les passagers, les usagers de la route, et la décoration est venue en dernier. Alors, côté électronique, qui était la partie la plus importante de la réalisation, les enfants ont commencé par réfléchir sur les différentes notions
qu'ils ont eu au cours de l'année. Il y a eu, par exemple, les circuits séries qu'ils ont étudiés, ainsi que les circuits parallèles. Alors, ils ont réfléchi, ils ont utilisé ces deux circuits dans le processus de réalisation de ces travaux. Par exemple, ici, pour l'image de la partie centrale de ces ponts, ils ont utilisé un circuit parallèle et je peux vous les montrer contenant les différents éléments de commande pour commander les ponts. Il y a les premiers éléments, les deuxièmes ainsi que les troisièmes éléments. Par exemple, pour allumer la partie centrale, il suffit d'appuyer sur cet interrupteur et là, vous avez la lumière dans la partie centrale. Et ils ont utilisé un circuit qu'on appelle un câblage parallèle. Donc, nous avions deux bornes, la borne positive et la borne négative. Alors, ils ont utilisé chaque borne positive de chaque lampe était reliée entre elles et chaque borne négative aussi pour donner la structure parallèle. Et à part ça, ils ont utilisé pour chaque tour aussi, il fallait qu'il y ait des lampes. Alors, ils ont utilisé aussi un autre mode de câblage, c'est ce qu'on appelle les circuits série. Et je peux vous les montrer. Si vous appuyez sur cet élément de commande, cet interrupteur, vous aviez la lumière pour chaque tour. Ce qui est encore intéressant, toujours dans l'application de l'électronique, c'est que les enfants ont voulu vraiment montrer la vraie image du fonctionnement de ces ponts. C'est-à-dire, dans l'idée, lorsque les bateaux, parce que supposons que nous sommes, les ponts relient les dérives, les débords, et juste en bas, il y a de l'eau. Et lorsque les bateaux passent, en principe, ça devait passer ici au milieu, la partie centrale. Et comme les ponts, dans sa mission principale est de faire passer les usagers, ici, il y a, je dirais, quelque chose de très, très surprenant, c'est que les enfants ont réfléchi. C'est que lorsque le bateau veut passer, en principe, il faudrait que les deux parties, les voitures et les passagers ne circulent plus. Qu'il y ait un feu rouge et un feu vert. Un feu rouge pour les stops et un feu vert pour dire que vous pouvez répondre. Et les enfants ont eu aussi l'idée de simuler cette partie, ce qui est vraiment intéressant. Par exemple, pour dire aux usagers de ne plus passer et d'attendre que les bateaux passent, ils ont réfléchi pour les feux rouges avec les LED des diodes électroluminescentes. Par exemple, lorsque vous appuyez sur cet élément de commande, vous avez les feux rouges. Et les feux rouges est de ce côté et aussi de l'autre côté. Donc, tous les passagers qui se retrouvent de ce côté ne peuvent plus passer parce qu'ils savent que c'est un feu rouge et ainsi que de l'autre côté. Et une fois les bateaux passent, par exemple, je peux encore simuler ce que les enfants ont fait, bien qu'ils n'ont pas programmé cela, mais ils ont commencé, nous allons parachever les projets. Donc, les bateaux, pour passer, les deux parties du pont vont se soulever et les bateaux passent, vont monter jusqu'à un certain niveau. Ça laisse l'accès libre au bateau. Et les bateaux peuvent passer. Dans l'entretemps, il y a toujours le feu rouge qui est allumé pour que les voitures et les passagers ne circulent plus. Et une fois le bateau passe, les deux parties vont vont descendre jusqu'à la position initiale. Et c'est alors que les enfants ont réfléchi pour redonner encore l'accès à la circulation. Et là, il y a la lampe verte qui doit s'allumer pour dire que vous pouvez reprendre votre circulation. Et vous pouvez voir, lorsque vous faites ça, directement, vous avez les feux verts de ce côté et les feux verts de ce côté. Les véhicules peuvent passer, les usagers peuvent emprunter leur route. Donc, c'était ça, l'application que les enfants ont voulu présenter lors de la célébration pédagogique. Alors, ce qui est le pourquoi, je dirais, mais le pourquoi de cette réalisation, c'est parce que, par exemple, ici au Congo, nous avions, à part, par exemple, les ponts Maréchal, des grands ponts. La plupart des ponts ne sont pas, il n'y a pas la lumière, la première des choses. Ce qui fait que, déjà, avec l'obscurité, il y a des accidents qui se créent des fois pour passer. Alors, les enfants ont voulu répondre à ces besoins, avoir un système électronique dans nos différents ponts pour permettre que, même dans l'obscurité, qu'il y ait la lumière.
Ça, c'est très intéressant. Aussi, les enfants ont réfléchi. Les ponts ne peuvent pas seulement servir à relier les dérives, mais dans des situations compliquées, comme les ingénieurs de Londres ont réfléchi pour faire passer les bateaux, alors qu'il y avait, en principe, ça devrait être collé. Ils ont réfléchi sur un mécanisme d'ouverture et de fermeture. Ici aussi, les enfants se sont dit, dans des cas plus spéciaux, ils peuvent aussi réfléchir comment avoir un pont, mais qui peut soit s'ouvrir, soit se fermer ou faire autre chose que d'avoir seulement un pont qui est totalement suspendu. C'était ça, la présentation des enfants lors de la séparation pédagogique. Splendeur, qu'as-tu aimé de l'explication de Coach Dalton? J'ai bien aimé la façon dont les lumières s'allument et aussi comme le pont s'ouvre pour laisser passer les bateaux. Alors, ayant travaillé avec l'équipe qui a construit ce projet, dis-moi, quelle serait une amélioration que tu aimerais y apporter? Je suggère qu'on mette des protections ici. Parce que par exemple, si une voiture passe, elle va tomber dans l'eau. Je m'appelle Joanne Sambou, je suis élève à Citec en 10e électronique. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de flotteur. Qu'est-ce que c'est un flotteur? Un flotteur, c'est un appareil électronique qui nous aide un peu à jauger le niveau de l'eau pour savoir quand est-ce qu'il faut envoyer de l'eau et quand est-ce qu'il ne faut pas. Maintenant, moi, ceci est un prototype que j'ai réalisé. Pourquoi je l'ai fait? Par exemple, dans le cas, comme ici à Pigeon, il y a beaucoup de problèmes d'eau. C'est très fréquent à Pigeon, vers l'ouest de Kinshasa. C'est très fréquent les problèmes d'eau. Maintenant, les gens sont obligés d'avoir des citernes. Et avec ces citernes, on ne peut pas savoir où est le niveau de l'eau à peu près. Donc, c'est à peu près compliqué de savoir, oh, là, je dois couper l'eau, là, je dois envoyer. Donc, on est obligé de rester là pour voir à peu près comment ça avance. Maintenant, grâce à ce petit prototype, on peut facilement savoir, le prototype va nous dire directement que là, notre citerne est pleine, là, notre citerne est vide. Comme ça, on pourra envoyer de l'eau ou soit couper l'eau. Là, maintenant, j'utilise un capteur. Ce capteur s'appelle capteur infrarouge. Ce capteur infrarouge, c'est ce capteur-là qui nous aide à jauger le niveau de l'eau. Grâce à notre flotteur, quand le niveau de l'eau monte, le flotteur monte aussi. Le capteur capte que notre flotteur a un certain niveau. Il envoie un signal à cette carte. Cette carte s'appelle une carte Arduino. J'ai mis un programme à l'intérieur pour mettre une certaine temporisation, pour laisser un peu le temps à l'eau de remonter, parce que ce capteur a une certaine sensibilité. À un certain niveau, il ne peut plus capter. Il est trop sensible. À un certain niveau, il ne va plus très bien capter. Donc, pour éviter certains problèmes, j'ai mis une certaine temporisation. Après cette temporisation, le signal est envoyé à ce petit module. Ce module est appelé un relais. Il marche à peu près comme un interrupteur. Pourquoi je l'ai utilisé? Parce que ce petit module infrarouge marche sur une certaine tension. Et notre pompe que j'ai utilisée, qui se trouve juste là-bas derrière, marche aussi sur une autre tension. Maintenant, les deux modules ne sont pas compatibles. Donc, j'ai été obligé d'utiliser ce petit composant, car c'est lui qui va nous aider à joindre nos deux composants. Là maintenant, je vais allumer ma table d'alimentation. La table, j'utilise pourquoi? C'est elle qui va alimenter notre petite carte que voilà, et qui va aussi alimenter nos deux petits composants. Et j'ai aussi notre boîte d'alimentation. Cette boîte d'alimentation est pour la pompe, car comme je l'ai dit précédemment, les deux composants ne marchent pas sur la même tension. Oui, là maintenant j'allume notre petite boîte d'alimentation. Vous voyez que la pompe s'est allumée. Là maintenant, la pompe va petit à petit remplir notre récipient. À un certain niveau, la lumière verte ici s'est allumée.
Après que cette lumière verte s'est allumée, ça a envoyé un signal à notre petit relais qui a dit à la pompe de s'arrêter. Maintenant là, je vais ouvrir. Comme le niveau d'eau va baisser, le petit composant est en train d'observer le niveau du flotteur. À un certain moment, la petite lumière verte ici va s'éteindre. On va avoir une certaine temporisation. Après, ça envoie un signal à notre relais qui va avertir la pompe de s'allumer. Là maintenant, je vais couper. Ceci n'est qu'un prototype. À terme, je compte l'améliorer pour faire un appareil capable d'aider les gens qui ont des problèmes d'eau ou autres, qui viendront acheter ce prototype, acheter l'appareil plutôt, pour les aider avec leurs citernes par exemple ou autres. Pour réaliser ce prototype, ça m'a demandé beaucoup de compétences mathématiques ainsi que technologiques, car j'ai dû mesurer à peu près la distance. J'ai dû savoir la distance à peu près à quel niveau la pompe doit s'allumer, à quel niveau la pompe doit s'éteindre. L'aspect technologique, parce que c'est grâce à cela que j'ai appris la programmation, parce que cette carte que vous voyez là nécessite une certaine programmation d'un logiciel qui s'appelle Arduino. Arduino est un logiciel qui est basé à peu près sur le C. Le C est un langage beaucoup utilisé. Ce flotteur va beaucoup nous aider, car il va surtout éviter les gaspillages en termes d'eau, parce que l'eau est très importante. L'eau est une ressource très très importante, car sans eau, il n'y a pas de vie. Nous sommes les élèves de la 9e scientifique. Je m'appelle Karel Kamidi, accompagné de Kabouya Atalia, Shabani Aron et Mwewa Shekina et de Freda. Nous allons aujourd'hui vous montrer comment fabriquer de la craie avec des ingrédients très très simples qu'on peut trouver presque partout. Nous allons d'abord prendre 2 gobelets de sulfate de calcium. Nous mettons nos 2 gobelets de sulfate de calcium dans le pot. Et puis nous allons mettre un gobelet d'eau, 4 gouttes de savon liquide et du colorant. Maintenant, on va mélanger le tout à la main jusqu'à avoir une pâte qui va devenir un peu dure, mais qui va toujours rester mou pour que nous mettions dans notre moule. Je ajoute un demi-gobelet de sulfate de calcium pour que ça devienne un peu plus dur. Oui, ça suffit maintenant. Mélange encore à la main. Et dès que tu sens que ça devient plus dur que c'était avant, tu vas prendre ça, donner la forme et mettre dans le moule. Maintenant ici, tout le monde doit mettre la main à la pâte parce que ça sèche très rapidement. C'est un hydroabsorbant. Voilà. Mélange bien tes tas de blanc. Maintenant on met. Tout le monde met la main à la pâte. Il faut mettre ça d'un seul coup pour que la craie ne se découpe pas quand il va sécher. Vous pouvez utiliser un moule en bois comme un moule électrique qui pourra faire tout le travail pour vous à la place. On va écraser maintenant et récupérer la pâte qui sort. Presse avec ton pied. Mets tes 2 pieds, monte dessus. Oui, et de ce côté. Maintenant. De ce côté. Maintenant, on ouvre pour voir le résultat. On a nos craies en bonne forme, presque toutes. Et puis, on va faire sortir le sachet avec les craies. Et on va mettre ça là pour sécher. Pour la perspective d'avenir, nous avons pensé à vendre des craies aux écoles qui avaient une carence de craie dans les environs à un prix raisonnable. Déjà, on sait tous qu'un paquet de sulfate de calcium coûte dans les 20-25 $. Et juste avec un paquet, on peut faire 18 000 craies et les répartir tous pour faire 180 boîtes de craies. Par rapport au contexte de l'investissement et de la vente de ces craies-là,
Si jamais nous avons un bénéfice après la vente, nous pourrons penser à renouveler tout le matériel vu que nous avons décidé de sortir un peu du contexte. Parce qu'au début, nous voulions faire des craies, mais après, nous avons ajouté des idées telles que des craies de toutes les couleurs et tout ça. Donc, on va prendre les couleurs d'origine, en ajouter d'autres et même en créer d'autres. Je m'appelle Atalia Kabouya, je suis accompagnée de Shekina Mouira et nous allons fabriquer du bactérol. Pour fabriquer du bactérol, on a 3 litres d'eau déjà préparée. On va rajouter du détergent. On mettra les 100 litres de détergent dans les 3 litres d'eau. 100 millilitres, pardon. On rajoute 90 millilitres d'agent stabilisant. Ça suffit. Voilà. Et dans l'eau. Ensuite, on va mettre du colorant. Vu qu'on veut faire de l'azur, on va mélanger du bleu et du vert. Là, tu peux m'aider. Tu mets un peu de bleu et un peu de vert. Pas beaucoup. Là. Un peu de bleu. Non, diminue. Et ensuite, on rajoute 50 millilitres de parfum. Tu mets là aussi. On rajoute 2 litres d'eau, on mixe le tout et puis le bactérol est prêt. Alors, pourquoi faire du bactérol? Notre but de le fabriquer ici à Citec, c'était juste pour limiter les dépenses pour les produits ménagers de l'école. Et pour aider d'autres personnes démunies, par exemple, qui ne peuvent pas s'en procurer, leur en donner ou leur en procurer, mais à petit prix, par rapport à ce qu'il y a au marché et autres. Alors, somme toute, vous avez réussi à faire quelle quantité de bactérol? Vu que c'était déjà un essai de base et qu'on n'était pas vraiment sûr de réussir du premier coup, c'était favorable de faire une toute petite quantité et de voir. Et vu que là, le résultat est plutôt bon, on pourra continuer à en faire. Alors, curieuse de savoir, qu'avez-vous découvert tout au long du processus? Du premier coup, on a réussi, mais on avait vu que la puissance de la senteur était un peu trop élevée. Alors, on a dû réduire un peu la dose. Vous l'avez réduite de combien? On l'a réduite de 50 millilitres. Alors, quelles compétences de STIAM avez-vous mises à profit, avez-vous utilisées pour faire ce bactérol? On a utilisé la mathématique et la science. La mathématique pour les mesures, pour savoir équilibrer le tout. Et la science par rapport aux réactions qu'elle pouvait apporter. Donc, en tant que jeunes entrepreneurs, que tirez-vous de cette expérience? Et bien sûr, la perspective d'avenir. Premièrement, c'était une initiative qu'on avait vue, qu'on avait déjà tous les produits à notre disposition. On s'est dit que peut-être on allait apprendre de nous-mêmes à faire du bactérol et réduire les dépenses de l'école. Et dans l'avenir, si on veut développer l'auto-apprentissage de chaque enfant, on pourra juste leur montrer comment faire, quoi faire et pourquoi le faire, et eux-mêmes pourront se débrouiller avec. Bonjour, je m'appelle Kevin Rovunanguiza, je suis élève en 11e électronique à la CITEC et ce que vous avez sous vos yeux, c'est tout simplement un projet de domotique. En d'autres termes, on peut dire que c'est une maquette de maison intelligente. On a là 2 ampoules qui représentent le premier étage d'une maison et cette ampoule qui représente le rez-de-chaussée. On a aussi 2 prises, pareil, une prise pour le rez-de-chaussée et une prise pour le premier étage de la maison.
Et tout simplement, si vous regardez bien, il n'y a aucun interrupteur sur cette maquette. Il n'y a pas d'interrupteur tout simplement parce que l'interrupteur se trouve sur mon téléphone. C'est une application que j'ai réalisée qui contrôle tout cet éclairage par Bluetooth. Là, si j'appuie pour allumer les lumières du premier étage, elle s'allume. Et celle du rez-de-chaussée, pareil, elle s'allume aussi. Si j'appuie pour les éteindre, elle s'éteint. Et la particularité, c'est qu'on a relié cette maquette, les prises à cette couveuse. La couveuse que je contrôle aussi par l'application. Si j'éteins, la couveuse s'allume. Voilà. Derrière tout ça, en fait, c'est deux cours qu'on nous donne à la CITEC. Il y a l'électrotechnique qu'on a dans le cours d'atelier, qui est toute la partie électricité avec les ampoules et les prises. Et il y a l'électronique. L'électronique, c'est tout simplement la carte Arduino qui se trouve sur cette maquette et son module Bluetooth. Parce que tout ce système est contrôlé par Bluetooth, mais plus tard, il serait possible d'utiliser Internet ou un tout autre moyen. Je m'appelle Dan Kuna, je suis élève de la CITEC. Je vais vous parler du fonctionnement de la couveuse. Le nom de la couveuse, c'est simple. Il y a un capteur de chaleur qui est là et pour afficher la température. On a mis deux fans pour évacuer, l'un pour évacuer la chaleur, l'autre pour faire entrer de l'air. Et la chaleur est créée grâce aux ampoules. Les ampoules qui créent la chaleur et c'est capté grâce à un capteur de chaleur. Et notre couveuse a une capacité de 720 œufs et pour le moment on en a mis 220. La couveuse, ça nous aide pour les œufs. À la place d'utiliser une poule pour les œufs, on peut utiliser une couveuse et c'est plus rapide et c'est mieux. Avec la couveuse, on peut mettre les œufs et attendre 21 jours après l'éclosion. Avec une poule, la poule elle peut être là, elle part, elle laisse les œufs et l'éclosion peut être là après et ça peut se faire après un mois. Voici les basculateurs de phase. Enfin, déjà à Kinshasa, nous avons des problèmes d'électricité et souvent quand le courant part, nous avons besoin de tout le temps changer de phase. Mais ça, c'est un système qui change les phases d'une manière automatique. Par exemple, j'ai 3 phases, la première, la deuxième, la troisième. Là, quand je fais ça, la phase bascule, il reste toujours allumé. Où est-ce que tu utilises ce principe dans la vie courante de tous les jours? Partout en fait. Peux-tu me donner un exemple concret? Par exemple, à la maison, quand le courant part, au lieu d'aller changer la phase directement, je ne peux pas faire ça d'une manière automatique en fait. Pourquoi j'ai fait ça? Enfin, par exemple, la CITEC, souvent à l'entrée là-bas, nous avons des problèmes d'embouteillage quand les parents viennent déposer leurs élèves. Nous avons souvent des problèmes pour que les voitures entrent, sortent et tout. Du coup, j'ai pensé à faire ce projet qui est beaucoup plus basé sur un transformateur, un bouton poussoir et de contacts temporisés. Le transformateur il sert à transformer le courant qui vient de SNEL, qui est de 120 volts à 24 volts, parce que là, dans ce système, ici, nous avons besoin que de 24 volts. Là, quand je l'allume, pour l'enclencher, je peux faire ça. Et là... Monsieur Steve, professeur et responsable de la section électrotechnique au sein de l'établissement CITEC. Alors, pour répondre à votre question, voilà, le but c'est moi en tant que technicien supérieur, le but c'était de leur transmettre mes savoirs. Le but c'est qu'ils aillent un peu plus loin, qu'ils soient créateurs et surtout entrepreneurs. C'est ça le but qu'on cherchait à la CITEC. Comme vous avez contacté au niveau des élèves, ils ont pu vous présenter différents types de projets, tels qu'ici le projet domotique, qui est un projet de l'avenir, de création justement. Ensuite, vous avez aussi le projet ici derrière de Poulailler. C'est un excellent projet, ça répond aussi aux demandes du pays. Mais surtout, le projet vraiment que je mets en avant, c'est surtout le projet que vous avez vu là-bas, qui est le basculateur de phase. Comme on l'a voulu dire par rapport à mes élèves, nous rencontrons des grands problèmes au niveau de courant ici à Kinshasa. Malheureusement, vous savez, à Kinshasa, parfois les gens sont obligés de changer à chaque fois de phase. Le courant part régulièrement, donc on est souvent obligé de changer de phase. D'où notre création de ce projet-là, qui s'appelle le basculateur de phase, qui permet automatiquement de basculer d'une phase à l'autre, sans qu'on ait obligé de couper et d'éteindre la télé, comme c'est souvent le cas ici à Kinshasa.
Donc voilà, nous répondons surtout aux problèmes du pays, aux besoins du pays, premièrement. Voilà. Donc c'est un peu ça que je voulais mettre en avant. Mon but, c'est de faire d'eux des entrepreneurs qui puissent créer eux-mêmes. Comme mon élève Achille l'a dit tout à l'heure, elle souhaiterait pouvoir faire des robots qui peuvent peut-être construire des maisons, pourquoi pas. Elle pourrait même faire aussi l'aspirateur électronique, pourquoi pas. L'électrotechnique, c'est vaste. Donc nous, on leur apprend juste de la base, et le but, c'est qu'eux, ils aillent eux-mêmes de l'avant, et puis qu'ils soient vraiment créativité, créateurs, pardon, et qu'ils aillent vraiment très loin, et puis pouvoir créer n'importe où, tout ce qu'ils veulent. Azitech, l'Académie des sciences et des technologies.